Je remercie Léon Jacques et notamment vous, Monsieur le Président, de me donner ce credo pendant lequel, 30-35 minutes, je vais pouvoir exposer une thématique assez militaire, mais vous allez voir qui devrait vous permettre de vous poser des questions. Pour commencer mon propos, je vais citer une phrase qui est très connue dans le milieu militaire, qui est celle qui est prononcée par un chef quand il intronise un commandant, celui qui va commander, celui qui va donner des ordres. C'est une phrase rituelle qui se prononce dans un cadre très formel. Toute la troupe est rassemblée. Vous avez le général qui vient, qui met tout le monde en garde à vous et qui dit « Officiers, sous-officiers, soldats, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la France. Fermez le banc. » C'est la phrase. Elle est belle, elle dit bien ce qu'elle veut dire, mais en fait elle masque une partie de la réalité. Elle pose l'obéissance, on a bien compris qui était le chef, mais elle oublie un aspect fondamental du commandement militaire aujourd'hui, c'est l'adhésion. Pour que cette phrase soit parfaite, il faudrait y rajouter « et vous vous aimerez les uns les autres ». Et là, ça serait une phrase complète. Vous allez voir, on va en reparler, je pense que je ne suis pas loin de la vérité. Bon, ce n'est pas à vous que j'apprends, qui êtes des professionnels du travail en équipe et de la gouvernance complexe, que tout projet collectif ne peut fonctionner qu'avec un fort esprit d'équipe. Là-dedans, je me présente devant vous comme étant un professionnel des opérations militaires. Qu'est-ce que ça a à voir? En fait, les opérations militaires, vous pouvez les considérer comme un laboratoire des réactions militaires, des relations entre humains. Pourquoi un laboratoire? Parce que dans notre monde à nous, notamment quand nous sommes en opération extérieure, en fait en guerre, nous poussons les passions jusqu'aux extrêmes. Jusqu'aux extrêmes, puisque dans mes interventions successives, à chaque fois, il y a des blessés et des morts chez nous et en face. Et qu'à chaque fois, on se pose des questions essentielles. Et qu'à chaque fois, on remet en cause l'esprit d'équipe, la cohésion et ce qui fait avancer l'équipe jusqu'au bout. En fait, chez nous, là où c'est intéressant pour tout le monde, c'est qu'il ne peut pas y avoir de cohésion de façade. Vous savez, la cohésion qu'on obtient à la fin d'un pot, parce que c'est le début de l'année, parce que c'est un anniversaire ou parce qu'on fête un départ. On se réunit, on porte un toast et on dit c'est de la cohésion. Pas du tout. Cette cohésion-là, elle s'effondre au premier coup de feu tiré. Il faut quelque chose de bien plus profond. Ce n'est pas non plus... notre milieu amène aussi à ne pas limiter la cohésion autour d'un objectif simple, que tout le monde voit et que tout le monde pourrait atteindre sans difficulté. En fait, notre particularité, c'est d'aller jusqu'au bout de la mission qui nous est donnée, de notre projet, si vous préférez. Sauf que ce projet, il va tellement loin que parfois, le chef nous dit, même si la situation est désespérée, vous allez le faire quand même si vous y laissez votre peau. On va voir des exemples. En fait, mon propos ce soir, l'idée générale, c'est que la cohésion de groupe repose plutôt sur, ou même presque intégralement, sur la façon dont vous allez diriger ou commander. Sur l'exercice des responsabilités. Parce que c'est l'exercice des responsabilités devant les pairs et les subordonnés et les supérieurs qui montreront votre capacité à fédérer et à obtenir la cohésion. La décision, même quand elle est réflexe, c'est-à-dire sans avoir le temps de réfléchir longuement, de réunir un groupe de travail pour décider, elle résulte de choix qui racontent l'histoire de chacun. La décision, elle est comme une intuition qui prend ses racines au plus profond de chacun. Les décisions ne sont que la partie visible de la vie intérieure de chacun. Et ces décisions sont très lourdes de conséquences
Parce que je pense, deuxième message, que l'esprit d'équipe ne repose pas sur la qualité du projet que vous allez présenter, mais bien sur la force de conviction que vous serez capable de prouver. Chez nous, c'est assez simple. Comprenez bien, la cohésion du militaire repose sur l'idée que si les autres peuvent mourir pour moi, je peux mourir pour eux, ce qui crée une forme de fraternité d'armes. Mais en temps de paix aussi, en temps de paix, avant le temps de crise. En fait, si je peux sacrifier mon confort pour les autres, j'attends que les autres me renvoient la balle. Et quand on forme une équipe suffisamment soudée, on est capable à peu près de poursuivre n'importe quel projet. Je vais donc vous parler pendant 30 minutes maintenant de la cohésion en vous racontant, diapo s'il vous plaît, 5 petites histoires sur les 5 thèmes qui sont affichés là, qui prendront les exemples sur des théâtres d'opération, donc des guerres, en Centrafrique, mais majoritairement en Afghanistan, où j'étais déployé en 2009. On va parler, pour poser le sujet, un peu de commandement, vous montrer ce que c'est le commandement, qui ressemble effectivement au management, qui est la direction, avec un exemple concret. Puis, on parlera des principes de commandement en une phrase, puisque vous les connaissez, les principes de management. On parlera surtout de la spécificité militaire, comment on arrive chez nous à commander, comment on arrive à motiver un soldat qui gagne 1 300 € par mois d'aller se faire trouer la peau. Et enfin, on en viendra à la cohésion, plus généralement, source d'efficacité chez nous parce qu'elle pose le principe de la mort, et qu'il faut en parler quand on est militaire, ce qui n'est pas un sujet de conversation dans la société. Pour le chef, il faudra parler du cas de conscience, qui, comme je vous l'ai dit, fondera son commandement, et à l'arrivée, de l'esprit de corps. Peut-être que certains connaissent le terme, c'est la forme la plus aboutie de l'esprit d'équipe dans les armées. Diapo. Le commandement, un art appliqué, un art entre l'art et l'artisanat. Bon, le commandement militaire, en fait, les gens pensent que ça consiste à donner des ordres. Eh bien non. De commander ne vous donne pas le droit de donner des ordres. Commander, ça vous donne 3 devoirs. Le devoir de donner des ordres, c'est pas un droit, c'est un devoir. Envers les subordonnés, de donner des ordres en étant exemplaire, ferme, juste, vous connaissez. D'avoir un comportement envers les égaux, les pairs, de sincérité et de camaraderie. Et envers les supérieurs, de loyauté et de sens critique. Puisque chez nous, c'est mal connu, mais c'est tout à fait vrai, on discute les ordres pendant la phase de conception, et quand le chef a arrêté sa décision, on arrête de discuter et on les exécute. Ils sont d'autant plus exécutables qu'ils ont été mûris ensemble avant. Et en retour, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le droit? Ben, le droit, c'est ce que dit la loi. La loi, c'est les devoirs qu'il comporte, l'état de militaire, mérite le respect des citoyens et la considération de la nation. Voilà. Et vous allez voir que c'est vraiment pour ça qu'on le fait. Le commandement militaire peut être complexe. Je vais vous le montrer avec quelques diapositives. Ça ne sera pas forcément comparable avec ce que vous connaissez, mais ça sera peut-être encore plus compliqué. Diapo, s'il vous plaît. L'Afghanistan, vous vous rappelez, ce pays avec la guerre de 2009 à 2012 qui continue, mais sous une forme un peu différente. Les Français étaient présents ici, là, dans la Capissa. Voilà, diapo, s'il vous plaît. Une guerre complexe, hein, avec plein d'ethnies différentes. Chaque couleur est une ethnie différente. Diapo, s'il vous plaît. Une guerre surtout américaine. Première difficulté. On ne fait pas la guerre tout seul, ni contre un seul ennemi. Nous, les petits Français, on était là, hein, et entourés, dans cette région-là, de plein de commandements américains. J'étais le chef ici, là, et puis il y avait des explosions, c'est là où on avait des rencontres avec l'adversaire. Diapo suivante. Voilà de plus près à quoi ça ressemble, cette espèce de province. 50 km sur 50, c'est pas très grand, et qu'une partie habitée ici.
et puis un volume de soldats français, américains, afghans. Afghans, soldats afghans, pas afghans, talibans. Répartis sur 2 bases, bien mélangées dans les 2 bases. Diapo suivante. Pendant les 6 mois que nous avons passés là-bas, vous voyez ici, chaque point rouge et chaque point jaune, c'est un combat. Un combat, c'est une rencontre où on a échangé des coups de feu. Quand c'est jaune, il n'y a pas eu de perte chez nous, en face plus ou moins. Et quand c'est rouge, il y a eu des pertes chez nous. Pertes, c'est blessés ou tués. Plus un certain nombre d'engins explosifs qui ont explosé. Suivante. Et pour ce travail-là, voilà, résumé, les schémas de commandement. Alors, ce n'est pas matriciel, mais c'est pire. Pourquoi? Ici, c'était le commandant du groupement français, c'est-à-dire moi. C'est un petit corrigan parce qu'on vient de Bretagne. Et puis au-dessus de nous, des strates américaines, locales, à Kaboul, aux États-Unis, qui donnent des ordres. Voilà. Là, c'est la chaîne classique, on va dire militaire, on s'y attend. Chacun à son niveau reçoit les ordres du dessus et les transmet en dessous. Mais aussi le gouvernement afghan. Puisque je commandais des soldats afghans, le gouvernement avait son mot à dire. Mais aussi la France, qui ne me donnait pas d'ordre directement, qui parlait avec les Américains, mais auquel moi je rendais des comptes. Aussi bien à Kaboul qu'à Paris. Et puis, ici, dans le paquet rouge, c'est tous les gens qui étaient sous mes ordres. Sous mes ordres, il faut voir. Puisque ceux-là, je les commandais directement, c'était mes soldats, mais les autres, les Afghans, les forces spéciales américaines et les équipes spécialisées reçoivent des ordres directement, chacun dans sa chaîne, et on reconnaît des schémas de gestion complexes. On peut se dire que quand il y a la vie des gens en danger, quand c'est l'armée, eh ben on règle ces problèmes-là et on bâtit un schéma plus simple, plus direct, puisque la vie est en jeu. Ben non. Et aujourd'hui, les opérations sont toujours de plus en plus complexes. Plus elles sont multinationales, plus elles sont complexes. Et ce que j'ai retenu comme leçon de cette affaire-là, c'est que plus elles sont complexes, plus elles reposent sur la confiance. Ici, dans mon dialogue avec ces gens-là, je devais forcément leur faire confiance sur le fait qu'ils me diraient quels sont les ordres qu'ils recevraient directement par ailleurs. Imaginez qu'ici, quand on parle de forces spéciales, c'est des actions ciblées, complexes, mais le résultat est clair. Par des voies électroniques, comme aujourd'hui au Mali ou ailleurs, on identifie une cible, c'est-à-dire un chef adversaire méchant. On décide au niveau politique de l'éliminer. Donc sur le territoire où ça se passe, eh bien, il y a une équipe qui va l'éliminer. Voilà. Avec des fusils. Et chez vous, parce que là, ça se passe dans ma petite zone que vous avez vue de 50 km sur 50, qui s'appelle le Battle Space Owner, propriétaire de l'espace de bataille. Chacun est propriétaire de son espace de bataille. Sauf que dans cet espace-là, il se passe plein de choses que vous ne savez pas. Vous voyez que la complexité, elle est inhérente au commandement, et plus globalement au management, et notamment quand vous complexifiez la situation. Voilà. Donc on pourrait se dire que plus c'est compliqué, plus il y a de l'enjeu, plus il y a de risques, plus on va faire des chaînes simples. Je pense que c'est l'inverse. Plus on va vers la complexité, plus on complique le schéma de commandement, et plus on rend la gouvernance complexe. Diapo, s'il vous plaît. Ah oui, j'oubliais. Il y a les habitants aussi. Il y a les habitants. Diapo. Et les habitants. Et quand on est là-bas, pour qui on meurt? 2009, tout le monde dans la salle a un peu suivi la guerre en Afghanistan. Peu ici doivent savoir combien on en a perdu là-bas. 89. Combien il y a de blessés? 600. Que tout le monde a oublié aujourd'hui. Mais nous, quand on est sur place, et quand on les commande ces jeunes-là, nous, on leur explique pour qui on meurt. Et en discutant avec ces habitants, parmi lesquels, et peut-être des talibans d'ailleurs, en cherchant bien on trouve, ça pose vraiment le sens de comment le commandement est adapté à la situation. Ma réponse est, il n'est jamais adapté. Donc je peux vous rassurer là-dessus. Et je n'ai pas de confiance sur l'avenir. La complexification
de nos opérations extérieures avec la guerre électronique, les cyber, etc. ne rendra pas l'affaire plus simple. La diapo, s'il vous plaît. Alors, le commandement des principes que vous connaissez, puis quelques singularités quand même. Diapo. Non, pardon, revenez à l'arrière. Non, les principes, je ne les rappelle pas, parce qu'ici, je ne suis pas du tout venu faire un cours sur le management, vous en savez autant que moi. Bon, nous, militaires, on retient, comme toutes les entreprises, ou comme les associations, un bon management. Il est fait d'exigences, de compétences, d'humanité, de justice, de confiance. On est d'accord. Nous, militaires, on a quand même une ou deux petites spécificités. Nous, on défend les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Tous d'accord. Mais pas avec ces valeurs-là. Parce que si on va sur un champ de bataille avec inscrit sur nos drapeaux liberté, égalité, fraternité, j'ai des doutes sur l'issue de la bataille. Notamment fraternité, même égalité, et puis même liberté. En fait, on ne se sert pas de ça. Nous, on lit hiérarchie, discipline et droit de tuer. Et c'est ça qui nous fait gagner. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à conserver les valeurs de la République. Encore que, fraternité est un terme qui me plaît bien, puisque je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. On a aussi, nous, une façon d'appliquer la fraternité. La fraternité, chez nous, c'est celle du feu. Puisque là, on partage tous le même risque. Et ça rend frère, de partager le même risque. Et ça pose aussi la question de la confiance et la question de la subordination et de la délégation. Mais je vais m'appuyer sur un exemple pour que vous compreniez mieux. Diapo, s'il vous plaît. Alors ça, c'est une vallée d'Afghanistan. C'est tout plat au fond, là où il y a de l'eau, des cultures et beaucoup d'habitants. Ici, il y a 150 000 habitants. Ça, c'est la route principale. Les montagnes qui sont désertes. En rouge, là où sont les talibans, qui sont complètement immergés dans la population. Vous savez, ces guerres d'insurrection, comme aujourd'hui au Mali, où les adversaires sont complètement mêlés à la population. Diapo suivante. Le but, c'est d'aller au fond. On est au fond, là. Et je reçois la mission d'aller éliminer les ennemis qui se trouvent ici, au fond de la vallée de Jpé. Ça, c'est leur position à peu près connue. Ça, c'est le poste avancé français le plus proche. Il est environ 1 km d'ici. Et on nous dit, pour mettre en valeur l'armée afghane, pour la reconstruire, vous allez les aider à rentrer dans la vallée, battre les insurgés pour les faire reculer, montrer comme ça à la population que l'armée afghane a retrouvé du pouvoir et recueillir les résultats en forme de gouvernance et de développement de cette région. Très bien, diapo suivante. Donc on planifie une attaque. Une attaque, c'est numéro 1, les Français montent sur les hauteurs, dégagent les méchants. Numéro 2, comme il n'en reste plus qu'en bas, les Afghans rentrent dans la vallée. Et 3, on les pousse pour qu'ils soient bien sûr de ne pas faire demi-tour tout de suite. Voilà. Et ça se passe comme ça avec toutes les armées qu'on a vues. Bon. La question que je me pose, c'est où se met le chef? On est 700 sur cette affaire. 700 soldats français, afghans, américains, que je commande. Où se met le chef? Le chef se met à 800 mètres ici. Ici, c'est un poste, en hauteur, où il observe la bataille. Ou est-ce qu'il va quelque part devant? Ça pose un certain nombre de questions. S'il va devant, il ne commande plus réellement ce qui se passe ici. Donc là, il y a un chef des opérations qui dirige tout. S'il reste ici, il est quand même à 800 mètres de ce qui est devant et il ne montre pas forcément l'exemple. Donc là, il y a un choix à faire. Vous iriez où? Vous restez là ou vous allez devant? Et ben voilà, c'est évidemment ce qu'il faut faire. Sauf que, quand on y réfléchit, c'est pas toujours ce qu'on fait non plus. Diapo suivante. La même photo prise depuis le poste avancé, le matin de la guerre. Donc là, vous voyez les hauteurs qui sont bien escarpées. Les Français sont bien montés à gauche, sont bien montés à droite. Et ici, on a bien poussé les Afghans. L'affaire ne s'est pas passée du tout comme prévu. Ça a bien résisté. Et on a fait une journée de guerre avec 2 tués afghans, un américain et un certain nombre de blessés. J'étais là-haut. Ce qui était peut-être un bon calcul, mais qui a failli mal tourner, puisque les Afghans ici nous ont contournés, essayant, ici chez un petit effectif, on était à peine une cinquantaine, de venir, comme ils le font toujours, nous couper du reste. Voilà.
et qu'il a fallu dégager avec des bombes larguées par les avions américains de 250 kg, donc des gros moyens. Voilà. Là où j'ai bien joué d'y être, c'est que la bataille ne s'est pas très bien passée. On a gagné plus ou moins. Mais en tout cas, j'étais légitime pour donner des ordres aux Afghans et aux Américains. Puisque quand j'ai dit après, on a perdu un Américain, vous imaginez, c'est français, vous dites aux Américains, je suis désolé, la bataille, on a un mort. Là, c'est plus comme dans les films. Et pareil pour les Afghans. J'étais légitime, parce que moi, j'étais devant. Et j'ai pu dire au général américain, il est mort là, à côté de moi. J'étais pas derrière à dire, allez-y, allez-y, j'irai après. Et c'est encore pire pour les Afghans qui marchent comme ça, qui montrent bien qu'il faut se mettre devant. Donc j'ai fait confiance totale à l'homme qui était là, qui était le chef des opérations. Puisque moi j'étais devant avec ma radio comme ça, comme un soldat. J'avais la liaison avec lui pour lui dire, et je lui ai dit à la fin de la journée, à la bonne heure, stop, maintenant on arrête, parce que je sentais ce qui se passait devant. Mais la délégation, c'est ça, ça va jusqu'au bout. Je quitte le poste de commandement, je vais devant, je vois ce qui se passe. Et l'homme qui reste au poste de commandement fait tout, pour un temps limité, mais il fait tout. J'ai plus les leviers. Voilà la délégation de confiance qu'on peut obtenir. Diapo, s'il vous plaît. J'ai la preuve. Ici, c'était le journal américain, Stars and Stripes, qui raconte, voilà, ici, que les Français devenaient des alliés de valeur parce qu'on avait, nous, Français, perdu des gens dans le combat. Donc la confiance, ça marche bien, mais ça demande des preuves. Et en matière de relations internationales, mais de façon générale, vous faites confiance à celui qui a mouillé la chemise pour vous. Quand on fait la guerre, ça s'appelle avoir des pertes. Et quand vous avez des pertes, côte à côte, sur le même terrain, les alliés, et le grand allié de l'époque, mais qui l'est toujours, commencent à vous faire confiance et ne se gênent pas pour le dire. Il l'écrit là. Alors, ils ont eu des pertes, donc maintenant c'est des bons petits gars, les Français, on peut leur faire confiance. C'est là où vous voyez le laboratoire, mais c'est vrai partout. La confiance, ça exige des retours et des preuves. Et une fois qu'on les a, il faut pouvoir jouer la carte à fond. Diapo, s'il vous plaît. La cohésion, source d'efficacité. Alors, la cohésion, c'est ce que tout le monde recherche dans l'équipe de projet, dans l'équipe de travail, dans l'équipe de football. La cohésion. La cohésion, elle part chez nous d'une philosophie un peu particulière qui, là, vous montre un peu les limites de l'exercice ce soir, puisqu'on sort un peu du champ normal. Le militaire a une véritable spécificité qui ne sera jamais reproduite dans aucune autre part de la société française ou des sociétés en général. Parce que le militaire dispose d'un pouvoir, enfin d'une singularité qui est celle-ci, la mise en œuvre de la force légitime jusqu'à l'extrême. Mise en œuvre parce que c'est pas lui qui décide, c'est le politique. De la force, oui, et c'est le seul. Légitime parce qu'en France, tous nos concitoyens nous reconnaissent le droit d'utiliser la force. Et jusqu'à l'extrême parce qu'on peut mourir. Là-dessus, une petite précision quand même pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Les policiers, les gendarmes peuvent tirer sur les gens, mais en légitime défense. Nous, non. La bataille de Spey que vous avez vue au fond de la vallée, ils ne nous avaient pas tiré dessus. On ne les avait jamais vus de leur vie avant, quand on est rentré dans la vallée. Mais l'État français nous a dit, eux là, ce sont des adversaires. Et je veux que vous rentriez dans la vallée. Donc les gens que vous trouverez face à vous, vous les tuez. Voilà. Et ça, c'est un pouvoir exorbitant, qui évidemment place le militaire dans une situation particulière, qu'on a un peu oubliée en temps de paix, mais qui est toujours vrai aujourd'hui. Le problème de la mort, ce n'est pas tellement la sienne. Celle de ses camarades, oui, ça l'est plus, mais c'est la mort en général. Et je vais vous donner un exemple. Notez aussi que pour nos militaires, il est beaucoup plus facile de commander l'ouverture du feu que la fin de l'ouverture du feu. L'ouverture du feu, quand on est en situation,
quand on a la pression, quand on a un adversaire qui vous a déjà tiré dessus, c'est quasiment une libération. Donc, quand vous dites ouvrez le feu, tout le monde tire. Puis ça tire tellement bien, tellement longtemps, ça fait tellement de bruit, et ça fait monter tellement aux extrêmes cette animalité de la guerre que quand vous dites halte au feu, plus personne n'a envie. C'est très difficile à gérer pour le chef. On va prendre là un exemple encore plus sensible sur, et on approche de la façon d'exercer des responsabilités du chef ou de la direction, sur la gestion de la mort. Diapo, s'il vous plaît. C'est le problème des enfants. Donc là, ça ne s'est pas passé en Afghanistan, c'était à Bangui. Bangui, capitale de la Centrafrique, qui est toujours une opération en cours, avec une situation particulière. C'était l'époque des émeutes, avec deux camps qui se faisaient face. On dit Balaka et Seleka. Bon, je ne reviens pas sur les camps en question. On va dire qu'il y a deux camps, pas de bonnes raisons, mais qui se massacrent l'un l'autre. Là-dedans, les Français arrivent pour s'interposer. On était dans un poste c'est une espèce de bâtiment, de compound protégé par des murs, avec des soldats français derrière, au centre de la capitale africaine. C'est un endroit considéré comme sûr. Diapo suivante. Et un niveau de violence extrême. Là-bas, pour punir les autres, on leur met un pull autour du corps et on met le feu. C'est fréquent. On coupe, on taille à la machette. Nos soldats vivent là-dedans et les enfants ne sont pas épargnés. Un jour d'émeute, à la sortie de Mpoko, de l'aéroport de Bangui, 4 enfants, à peu près comme ça, arrivent devant le poste, avec derrière eux une foule. On comprend tout de suite, pour celui qui est à l'entrée, que le lynchage ne va pas... Enfin, s'ils ne font rien, il y a une grande probabilité pour que les 4 soient lynchés. Il demande à son chef de poste, qu'est-ce qu'on fait? La règle qu'on leur donne en général dans ces cas-là, c'est de ne pas ouvrir. Parce que ça veut dire qu'on n'est plus neutre et qu'on passe dans le conflit, puisqu'on se met dans un camp ou dans l'autre. Donc il y a un vrai dilemme qui s'applique sur le décideur. Le décideur, c'est pas moi. C'est même pas le commandant d'unité, c'est le sergent qui est chef de poste. Donc 3 niveaux hiérarchiques en dessous. Lui va agir en fonction de ce qu'il a comme connaissance à ce moment-là. Et de façon réflexe, puisqu'en fait, il aura 1 minute pour décider. Il prend quand même le temps d'appeler son chef immédiat au-dessus, lui dire « Je fais quoi ?» Le chef dit « Je sais pas ». Il m'appelle et je leur dis « Débrouillez-vous ». Et ce qui s'est passé, c'est que le pauvre sergent, il a ouvert pour en faire entrer 2, en se disant « J'en sauve 2, 2 repartent en courant, les autres les attraperont et vont les trucider. » C'est un moindre mal. Bon, cette affaire, le sergent ne l'a pas digéré, moi pas trop, et c'est ingérable. Vous voyez, la guerre, c'est ça aussi. C'est votre mort, vous prenez en partie en disant ben, la cause est noble, si je dois y rester, j'y reste. La cause de vos camarades, ça se gère. La cause de l'adversaire, la mort de l'adversaire, c'est complexe aussi, puisque notre but, c'est pas d'exterminer l'adversaire, c'est de le faire renoncer à la guerre, jamais de l'exterminer. Mais là, devant la violence aveugle, et quand vous avez le pouvoir de sauver la vie des gens, c'est très compliqué. Et dans le commandement, donc dans le management, quelle leçon on en tire? La leçon qu'on en tire, c'est ce que vous avez enseigné, ce que vous avez montré comme exemple dans vos décisions, vos choix. Votre sergent, votre subordonné, il la réplique. Il la réplique. Et moi, j'ai vu dans ce qu'il avait fait un peu l'image de ce que je donnais. Il n'a pas fermé la barrière, alors que c'était le règlement, donc il a désobéi. Il n'a pas ouvert bêtement parce qu'il aurait montré trop d'empathie, mais c'est difficile de l'en vouloir. Sauver 4 enfants dans ces conditions-là, à qui pourrait-on le reprocher? Ces sujets sont les sujets aujourd'hui avec les migrants, enfin, sont multiples. Je ne donne pas d'exemple dans l'actualité, mais vous comprenez bien. Le fait de couper la poire en 2, c'était pas très malin, mais après tout, voilà. Sauf que la fin de l'histoire, c'est que les 2 qu'on a rentrés dans le poste, une fois qu'ils sont rentrés, que j'ai appris qu'ils étaient dedans, je me dis, mais gardez-les. Il n'y a pas eu d'attaque du poste, mais on les a relâchés 2 jours après. Et dans les semaines qui ont suivi, il y a eu d'autres massacres. On se dit que peut-être ils y sont passés quand même.
Est-ce que c'était pertinent d'en recueillir 2 pour les sauver pendant 15 jours? Voilà, donc, mais ça, c'est le reste de l'histoire. Pour le commandement, pour le management, on voit bien, dans des cas critiques, des cas de guerre, comment vos subordonnés appliquent des décisions en disant ça va, si c'était lui, il aurait fait comme ça. C'est une leçon qu'on peut méditer sur la façon dont on est regardé et dont on est répliqué. Diapo, s'il vous plaît. Donc ça nous amène au cas de conscience. J'insiste un peu là-dessus, puisqu'en fait le cas de conscience, c'est la façon dont le chef va trancher, va choisir, et qui est pour tout le groupe déterminant sur la façon qu'il décidera de le suivre ou pas. S'il le désavoue, le jour où il y a un cas difficile, on peut parler de conflit de devoirs, qui est plus simple que le cas de conscience. On a 2 devoirs, on choisit un plutôt que l'autre, même si l'un et l'autre sont justifiables. Voilà, c'est dans ces conditions-là qu'on voit si la direction d'un service fonctionne. C'est pas quand tout va bien, c'est quand tout va mal. Puis quand je parle de cas de conscience, c'est pas les petits arrangements avec votre conscience. C'est pas le mensonge pour les enfants, les machins. Non. Les cas de conscience. Quand il survient, le cas de conscience, nous militaires, on s'est normalement préparé avant. Mais la préparation est complexe. Puisque si on étudie un peu, et on étudie depuis longtemps, savoir si la guerre est juste ou pas juste depuis Saint-Augustin et Saint-Thomas, mais plus récemment, on peut avoir lu Veritatis Splendor de Jean-Paul II, l'encyclique de 93, j'ai donné des cours là-dessus à Saint-Cyr, qui dit clairement: il n'est pas permis, même pour des raisons très graves, de faire le mal afin qu'il en résulte un bien. Pour nous, militaires, ça pose un vrai cas de conscience, c'est le cas de le dire. Et en fait, notre rôle est très périlleux là-dessus, puisque le fait de décider, quand c'est un cas de conscience, de toute façon, c'est perdant-perdant. Mais vous avez de grandes chances de paraître ou faible, ou de vous déshonorer, ou de ne pas régler la situation. Donc il faut vous préparer à ça, et on va voir l'exemple d'abord, et on va en tirer une leçon après. Diapo, s'il vous plaît. Mise dans l'ambiance, Afghanistan cette fois. Voilà, pendant le mandat, on a eu des pertes, et pendant ce temps, les journaux en France font le relais. De toute façon, vous savez qu'en France, quand une opération dure plus de 3 mois, c'est un bourbier. Toujours. Même si vous avez des victoires locales. Voilà. Donc là, ça se passe mal. Diapo, s'il vous plaît. Le chef, pendant ce temps, il s'évertue à donner du sens, à expliquer à ses soldats qui lisent les journaux. Journée noire en Afghanistan, la presse, ils la reçoivent. Ils ont tous des téléphones portables. Pendant ce temps, vous continuez à expliquer à vos soldats, votre mission est essentielle. Votre groupe, si vous ne le motivez pas dans ces conditions-là, il ne va pas aller bien loin. Diapo suivante. Sauf que ça continue. Diapo suivante. Et l'idée globale du groupe, ça va être que, bon, il faut que ça cesse. Et qu'on va faire du bilan, parce que nous, on est armés pour. Là, vous avez un missile qui porte à 2 km, et à son explosion, vous pouvez détruire 10 hommes à la fois. Arrive le jour où, diapo suivante, je suis devant un cas de conscience. Ici, c'est une autre vallée, toute plate. Les petites chenilles bleues qui avancent, c'est nous, qui avons rendez-vous ici, dans le rond noir, à midi, pour discuter avec les chefs locaux, pour régler un problème d'approvisionnement d'eau ou d'électricité. Ici, là-haut, sur une hauteur, la photo qu'on vient de voir juste avant, un missile, un poste de tir capable de tirer un missile, observe. Il me dit, là, je vois des talibans. À quoi ça se reconnaît, des talibans? Ça se reconnaît parce qu'un groupe qui se déplace, c'est 4 ou 5 bons hommes, à 5 ou 6 mètres les uns des autres, avec une arme sur le dos, une djellaba, une arme sur le dos, et ils avancent comme ça dans la campagne, sachant qu'on est loin d'eux et qu'on est protégé par des murettes, ne se sachant pas observer ici, ils avancent dans la campagne. Ils sont identifiés positivement. Ils ont des armes sur le dos, donc ce ne sont pas des paysans. Enfin, si, peut-être, mais là, ils ont des armes de guerre sur l'épaule. Donc l'ordre est clair, feu. Missile pas, boum. Tout le monde saute en l'air. On continue à avancer. 10 minutes après, le même poste de tir me dit à la radio, ah, il y a des femmes qui viennent chercher les blessés. À
quoi on reconnaît les femmes en Afghanistan, la grande burqa bleue. Mais 10 minutes après, c'est suspect. Parce que souvent, ce sont des combattants qui se déguisent comme ça, parce qu'ils savent qu'on les observe, et que comme on ne tire pas sur les femmes, ils ont des chances de pouvoir aller chercher leurs blessés. Et le sergent qui est là-haut n'est pas dupe. Il me dit, c'est peut-être des combattants, parce qu'elles courent vite. Sauf que vous, vous êtes là. Et vous, vous avez dans la tête ce qu'on vous a enseigné depuis tout petit, et heureusement. Et vous êtes français, et vous êtes colonel, et vous êtes chef, tout seul au milieu de ce pays sauvage, aux ordres des Américains. Et vous, un, vous n'achevez pas les blessés, et deux, vous ne tirez pas sur la population civile. C'est des principes sur lesquels on ne revient pas, notamment dans l'armée française. Mais trois, vous allez à votre rendez-vous, vous savez que dans la zone, c'est très risqué, et vous avez la charge d'âme des 60 ou 80 qui vous suivent là. Si vous allez là et que vous tombez dans une embuscade au bout, vous aurez causé directement la mort de plusieurs de vos soldats. Si vous tirez sur les sauveteurs des gens blessés ou tués, c'est mal. Très clairement, mal. Alors, est-ce qu'on fait un mal pour un bien ou est-ce qu'on ne le fait pas? On le fait. Qui aurait retiré une deuxième fois en disant « Je veux sauver les miens, de toute façon, c'est certainement pas des vraies femmes, ce sont des talibans, je tire. » Qui tire? Levez la main. À moitié, presque, un peu moins. Merci. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas tiré. Et c'était pas bien. On en parlera après si vous voulez. Le problème de la guerre, juste, mais c'est une autre question. J'ai pas tiré. Parce que localement, en fait, mon idée, c'était plutôt de convaincre la population que nous étions les plus forts en respectant les règles de la guerre. Et en me disant, on les a déjà touchés, on est quand même suffisamment fort pour la deuxième phase, donc je ne vais pas retirer. J'ai eu tort parce qu'il y a bien eu une embuscade ici, et on a perdu un soldat afghan, et un blessé chez moi. Et ça, c'était pas dans mes responsabilités. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Qu'en fait, quand il faut décider, et là, la décision, c'était dans la minute qui suivait, feu ou pas feu, comme vous avez fait là, sans... c'est qu'il faut se fabriquer sa propre échelle des valeurs morales, son code personnel de l'honneur, en se disant, ben voilà, quand ça m'arrive, là j'étais plutôt j'éviterai le plus loin possible de tirer sur la population, je suis resté sur cette ligne-là et j'ai pas tiré. Après, les hasards de la guerre font que c'était une bonne ou une mauvaise solution, mais bon. Diapo suivante. Dernière partie, l'esprit de corps. L'esprit de corps, donc l'esprit d'équipe dans le monde civil, ou la cohésion. Diapo suivante. La question que je me suis posée, c'est l'esprit de corps et la cohésion, jusqu'où ça peut aller? Qu'est-ce qu'on peut attendre des gens qui ont décidé d'adhérer à l'équipe, d'adhérer à la direction du chef et de tout faire jusqu'au bout, ce qu'on leur demandera? On va prendre un exemple. Ici, c'est l'Afghanistan. Ça, c'est le compte-rendu officiel de l'explosion de ce véhicule blindé. Donc voilà le cratère qui a fait 3 morts et 7 blessés. Diapo suivant. Voilà l'engin. C'est un véhicule dans lequel ils étaient 10. Et on l'a retrouvé comme ça. Diapo suivante. À bout de solution, puisque c'est comme ça, et que ça arrivait régulièrement, j'ai inventé la tactique de la chèvre, que vous connaissez peut-être. Vous attachez une chèvre à un poteau, vous cachez dans le taillis à côté. Quand le loup vient, vous lui mettez un coup de fusil. C'est ce qu'on devait faire pour les poseurs d'explosifs qui avaient fait ça à Montvab juste avant. Diapo suivante. Voilà la route sur laquelle on passait. Caché là, dans la route, ou sur les côtés, ou dans les murs. Tout est couvert de poussière, donc c'est pas très difficile. L'adversaire posait un tonneau de 15 ou 20 kilos rempli d'explosifs qu'il commandait à distance, caché ici là, sous la couverture végétale ou derrière le mur, avec 2 fils électriques, une petite pile. Et
quand les fils touchent la pile, ça mettait le feu à la bombe qui envoyait notre véhicule blindé en l'air et nous créait des pertes. Chaque fois qu'on se déplaçait, sur des kilomètres, on envoyait ces gens-là devant, qui marchaient, pour essayer de trouver les pièges. Parce que les fils électriques sont métalliques et sont détectés par ces appareils-là. Mais ça marche quand ça marche, pas à tous les coups, et puis des fois, on est obligé d'aller vite, et donc on roule sans avoir déminé avant, quand les distances sont trop longues, par exemple. L'idée, c'est de faire passer les équipes pour que le loup vienne se mettre à son poste, et que quand il se met à son poste, j'ai prévu de mettre quelqu'un dans le taillis. En fait, c'est sur les hauteurs qui sont derrière équivalentes à celles-là, quelqu'un capable d'observer à plusieurs kilomètres, avec un missile capable d'aller le toucher. Très bien. Sauf que, pour que ça marche, il faut trouver la chèvre. Et quand c'est vos soldats, la chèvre, c'est pas facile. Vous leur expliquez. Le chef de groupe qui est là dans son véhicule, il dit, bon, maintenant, tu vas y aller demain, et tu fais l'appât. L'appât, ça consistait à prendre une roquette sur soi, ou une explosion qu'on n'a pas trouvée, parce qu'on a mal observé, ou que l'adversaire a réussi à mettre son piège sans qu'on le voie. Reçu, il part. 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça ne fonctionnait toujours pas. Bon, changer l'appât tous les jours quand même, parce que... voilà. Et jusqu'au 3e jour, ça devient tendu. Et vous vous dites à chaque fois un peu plus, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je sacrifie mes gens pour la réussite de ma tactique, quoi, hein, pour ma gloire, ou pour sauver d'autres, encore que. Aujourd'hui, ça existe toujours en Afghanistan, et ça fait 9 ans qu'on est parti. Jusqu'au 3e jour, et au 3e jour, je suis allé voir le chef de groupe, quand même, qui est parti, et il est parti. Et au 3e jour, les poseurs, une équipe a été détectée, le missile est parti, et les 3 sont restés au chaos. Je n'ai pas recommencé l'expérience, même s'il y en a eu d'autres IED, parce que c'était devenu trop lourd à porter. Mais ça montre une chose pour nous. Ça montre que l'esprit de corps, l'esprit de sacrifice, librement consenti, pour une guerre dont ils n'avaient rien à faire, puisque, bon, ils s'étaient prêts à se sacrifier pour que l'ensemble, la collectivité, leur régiment, leur compagnie réussissent. Voilà. On n'imagine pas ce que ces 10 soldats, payés peu, mais sont capables de faire pour vous. Diapo suivante. Dans le même temps, toujours dans leur tête, le bourbier, diapo suivante, et la question du sens. C'est, mais tout ça, pourquoi faire? Et dans leur tête, ça se traduit par, s'adressant aux Français, mais qu'est-ce qu'ils disent? Ça, c'est la question que le soldat lui-même posait aux journalistes. Contrairement à ce que se passe d'habitude, le journaliste demande aux soldats, c'est le soldat qui voulait savoir, parce que sa famille lui dit tout va bien. Moi, je leur disais, on y croit. Lui, il voulait savoir ce qu'on pensait vraiment en France de leur action. La résilience, c'est pourtant, dans notre situation, vitale, et c'est bien le résultat de la cohésion. Mais au bout d'un moment, quand on est un chef, on doit se demander jusqu'où je suis capable de les amener. Est-ce que la cause est juste? Donc on verra après si vous voulez, mais voilà. En guise de conclusion, moi j'ai retenu de ces expériences, et après 30 ans de commandement, que la cohésion, condition de la résilience, est surtout inspirée par un commandement qui fait la preuve d'assumer ses choix. Mais ses choix personnels. On ne leur voudra pas. Mais il faut qu'il assume ses choix. On entend dire souvent, tiens, celui-là, je le suivrai jusqu'au bout du monde, ou à la guerre. Quand on dit ça, on ne parle même pas de quelle guerre il s'agit. On dit simplement, je le suivrai. Parce qu'on suit celui qui nous inspire confiance et qui nous élève. En fait, on est sur son engagement personnel, et surtout l'honneur de tenir son engagement. Et c'est ce qui faisait tenir ces soldats. L'honneur de respecter leur engagement jusqu'au bout. En d'autres termes, je pense que le bon commandement, celui qui amène la vraie cohésion, c'est celui qui transforme les valeurs en vertu. Où on dépasse la valeur. La valeur, tout le monde sait ce que c'est ici, on en parle beaucoup.
en vertu. C'est le bien personnel que chacun va essayer d'obtenir et de rattraper. Et quand on arrive à ça, on arrive à une véritable cohésion, avec une forte résilience, qui, je pense, est devenue aujourd'hui monnaie courante dans toutes les armées françaises. Je vous remercie.